Bonjour, je suis Myriam Dion, inspecteur en bâtiment. Bienvenue au podcast Révélation Inspection. Pourquoi Révélation Inspection? En fait, je pense que le métier, la profession d'inspecteur en bâtiment n'est pas vraiment connue, le vrai rôle, les responsabilités d'un inspecteur en bâtiment. On va démystifier un peu tout ça tout au long de la série de podcasts. Je vous remercie de votre écoute, puis j'espère qu'on va être capable d'apporter des réponses à vos questions, puis de démystifier un peu tout ce qui tourne alentour de l'univers de l'inspection, pas seulement l'inspection elle-même, mais aussi les collaborations qu'on a alentour de tout ça. On est à un point tournant présentement du changement au niveau de la profession d'inspecteur en bâtiment. Il y a des nouvelles réglementations qui sont imminentes, là, qui sont là. Donc, on veut en parler plus pour savoir ce qui se passe vraiment. Aujourd'hui, j'ai un invité avec moi, bien contente de t'accueillir parmi nous. J'ai avec nous ce matin, quelqu'un qui est technologue professionnel, expert en bâtiment, qui s'occupe directement des inspecteurs en bâtiment à la PCHQ. C'est bien ça, Marco? Notamment, ben oui. Merci pour l'invitation. Bien content d'être là. Ça me fait plaisir. Marco Lassalle, qui est là avec nous de la PCHQ. Marco, est-ce que tu pourrais nous décrire un peu ton parcours? Tu es technologue en bâtiment, en professionnel. Comment tu es devenu là, expert en bâtiment? Qu'est-ce qui t'a emmené vers la PCHQ? Moi, j'étais un diplômé du cégep de Drummondville en estimation et évaluation du bâtiment. Fin du dernier millénaire. Et puis, au départ, je m'en allais en évaluation de bâtiment. J'ai découvert la construction. Avant d'avoir 18 ans, j'avais jamais tenu un marteau dans mes mains. J'avais aucune idée c'était quoi des pieds et des pouces. Et puis, j'ai découvert la construction, que je pouvais comprendre comment ça fonctionnait à l'école. Je suis allé travailler dans une entreprise de construction avant même d'avoir fini mes études, mais j'ai quand même gradué. J'ai travaillé là. Et ça donnait que le propriétaire de l'entreprise était également président du conseil d'administration de la PCHQ. Oh. Et ma spécialité, c'était de l'estimation de bâtiments. Et il m'a prêté pour développer le premier logiciel de la PCHQ d'estimation. Ça a été le seul également. C'est pas moi qui ai fait la programmation, mais c'est moi qui ai fait les techniques d'estimation dedans. Ah, il m'avait prêté pour 3 mois. C'était en 2004 et je suis encore là. Bon, tu as juste changé un peu de milieu dans la PCHQ. C'est ça. Là, à ce moment-là, on m'a rentré comme inspecteur en bâtiment au plan de garantie de la PCHQ à l'époque. Après ça, j'ai été comme chargé de projet pour des travaux lorsque les entrepreneurs ne faisaient pas les travaux. Ce qui a amené, je fasse de l'expertise, trouver c'est quoi les causes, les devis, les appels d'offres. Je suis devenu chef de département, coordonnateur. Puis après ça, éventuellement, depuis 2012, directeur du service technique à la PCHQ. Donc, tu t'occupes aussi un peu du volet inspection de bâtiment à la PCHQ. On a... D'une part, la PCHQ, autrefois, c'était vraiment une association d'entrepreneurs. On a pris un virage, on garde toujours le même sigle à PCHQ, mais maintenant, c'est l'Association des professionnels de la construction et d'habitation du Québec. OK. Puis c'est important parce que on a un désir de casser les silos, de dire les entrepreneurs sont dans une case, les professionnels sont dans une autre case, les inspecteurs sont dans une autre case. Et le dernier volet qu'on a intégré, parce qu'on n'a pas voulu aller n'importe où tout en même temps, là, c'est les inspecteurs en bâtiment. Et c'était une suite logique d'intégrer les inspecteurs en bâtiment parce que dans notre ADN à la PCHQ, on a la qualité de la construction, on a le développement durable. Le développement durable en premier, mais la qualité de la construction, ça va avec. On a toujours poussé pour de l'inspection en chantier au niveau de la conformité. Fait que c'est un passage obligé de passer par les inspecteurs parce que ils font partie de la solution. Si on veut améliorer la qualité des travaux, les inspecteurs font partie de la solution et ils ont toujours été laissés de côté. On va en reparler de ça un petit peu plus loin. Là, on va sauter dans le bain directement. On entend toutes sortes de choses sur une nouvelle loi encadrant l'inspection au Québec. Peux-tu nous en parler? C'est quoi cette nouvelle loi-là? Quand est-ce que c'est appliqué puis en vigueur? Bien, il y en a plusieurs qui s'en viennent en même temps.
La première, c'est au niveau de l'inspection pré-achat, au niveau des immeubles d'habitation existants. Ça a toujours été le Far West, dans le sens que c'était pas réglementé. Donc, c'était laissé de côté, alors que c'est un élément, un chaînon hyper important. Et n'importe qui pouvait faire de l'inspection. N'importe qui, des gens bien intentionnés. Ma mère est super bien intentionnée, mais elle n'a pas des compétences suffisantes. Même si elle a acheté plusieurs maisons dans sa vie, elle n'a pas des compétences suffisantes pour faire ça. Maintenant, on vient d'encadrer qui peut faire de l'inspection pré-achat. D'une part, c'est la Régie du bâtiment qui encadre ça, qui émet des certificats de compétences pour pouvoir le faire. Et également, c'est pas juste de dire qui peut le faire, mais quelles normes de pratique utiliser. On s'est créé au Québec une norme par le Bureau de normalisation du Québec qui est vraiment spécifique au Québec, qui est bien adaptée, puis qui encadre bien c'est quoi qu'on s'attend d'un inspecteur en bâtiment. Fait que dans le fond, la nouvelle loi, elle, ce qu'elle va faire, c'est encadrer l'inspection en bâtiment, puis que tous les inspecteurs vont travailler selon la même norme qui a été votée. C'est bien ça? Pour les bâtiments d'habitation. D'habitation, oui. Oui, on va travailler en fonction de ça. Donc, tous les inspecteurs vont devoir avoir un certificat d'inspecteur émis par la Régie du bâtiment. Quand ils vont travailler dans de l'habitation, ils vont toujours travailler avec la même norme de pratique. Donc, tous les inspecteurs vont avoir un certificat de la Régie du bâtiment. On parle juste de bâtiments d'habitation pour l'instant, là, par contre. Donc, un certificat de la Régie du bâtiment vont travailler avec la même norme de pratique et vont tous avoir de l'assurance également. C'est pas tous les inspecteurs qui ont une assurance et c'est pas tous les inspecteurs qui ont la bonne assurance également. Exact. Il y a une différence, par exemple, entre l'assurance responsabilité civile et une assurance erreur et omission. Oui, exactement. Puis là, s'il arrivait un problème, les gens qui ne sont pas assurés, bien là, ça peut découler des conséquences assez graves, là. Oui, trop souvent, les gens disent qu'ils sont assurés. Oui, vous êtes assurés, mais sans responsabilité civile, ce qui n'est pas l'erreur et omission, qui est beaucoup plus difficile à obtenir. Donc, en encadrant là, l'inspection un peu plus, là, puis en ayant des inspecteurs qui sont obligés de passer par une certification de la RBQ, qui ont une reconnaissance de leurs acquis, finalement, aussi à faire, est-ce que tu penses que ça va améliorer la qualité des inspections au Québec? Bon, d'une part, la qualité est quand même généralement assez bien. Il y a des exceptions partout, là, dans tous les corps de métier, là. Mais de manière générale, les inspecteurs, c'est des gens bien intentionnés qui ont des compétences là-dedans. À part quelques cow-boys qui, bon, parfait, eux autres, ils seront éliminés. Maintenant, ce qu'il va avoir, ce que le client s'attend à voir comme service, ça va être uniformisé à ce moment-là. En n'ayant pas de cadre, tout le monde le fait de sa meilleure façon qu'il va penser, jusqu'où on doit s'attendre à aller. Ça va faire beaucoup de bien, ça, au niveau de l'industrie. Est-ce que tu penses que ça va réduire les risques de poursuite contre les inspecteurs? Est-ce que tu penses aussi que ça va permettre, dans le fond, aux inspecteurs de travailler comme tout un peu sur un même pied d'égalité aussi, là? Au niveau des règles du jeu, il va y avoir un pied d'égalité, ce qu'il n'y avait pas auparavant. Ça, c'est clair. Par contre, l'expertise personnelle de chacun des inspecteurs, elle ne sera jamais égale. Exact. Comme c'est le cas pour 2 pâtissiers, comme c'est le cas pour 2 policiers. Bon, ça, c'est la vie. Maintenant, au niveau des poursuites, on devrait, oui, réduire en théorie, parce que la norme de pratique encadre bien c'est quoi les limites. Et, d'une part, l'inspecteur, parce que souvent, c'est l'inspecteur qui se fait ramasser dans les poursuites, surtout avec les ventes sans garantie légale qui se font. Fait que le seul qui reste au bat, c'est l'inspecteur. Déjà là, on va bien encadrer. Et la norme donne une obligation de moyens à l'inspecteur. Et même à l'intérieur, on explique bien, parce qu'elle a quand même été rédigée, elle est disponible gratuitement sur le site du Bureau de normalisation du Québec, ceux qui veulent la lire. On l'explique que même en suivant la norme, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de vice caché. Un vice caché, c'est caché. C'est caché. L'inspecteur n'est pas capable de voir à travers les murs, à travers le sol, à travers des choses qui peuvent avoir été cachées peut-être volontairement. Ça peut même arriver, ça. C'est une obligation de moyens.
Et l'inspecteur va avoir une obligation de suivre la recette, la façon qui est marquée. Et principalement, la formation de mise à niveau pour les inspecteurs existants n'est pas... Parce qu'ils sont compétents dans la vaste majorité des cas, c'est pas une mise à niveau sur les connaissances techniques. OK. Mais en général, elles sont suffisantes. Il n'y a pas de problème là. C'est vraiment au niveau de la rédaction des rapports. Ouais. C'est ce qui reste, là. Le rendu de l'inspection, c'est le rapport. Puis si c'est là que tu bafouilles ou tu fais une bévue, c'est là que tu risques de te faire ramasser. Et les poursuites sont généralement sur 2 facteurs au niveau des rapports, ce qui est écrit et surtout ce qui n'est pas écrit. Exactement. Il y a une nouveauté dans la norme que j'aime bien. Il faut relever des indices de déficience. Je m'en vais dans le sous-sol, puis je vois une tache d'huile d'où est-ce qu'il y avait un réservoir de mazout. OK, parfait, ça c'est un indice de déficience. Bon, il y aura des recommandations qui iront avec ça. Mais il peut y avoir également une absence de signe de déficience. Au lieu de dire, je m'en vais dans le sous-sol, j'ai rien vu, puis lorsque le sous-sol était fini à 100%, non, dis-moi quand même qu'est-ce que tu as vu. Mm-hmm. Tout était fini à 100%. Par contre, j'avais pas d'odeur d'humidité. Le taux d'humidité était à 40% à 20 degrés. Il n'y avait pas de cerne, pas de traces d'efflorescence sur les traces les endroits où le béton est exposé. Donc, j'ai rien en main pour dire qu'il pourrait avoir une déficience ou une problématique. Exact. Mais est-ce que ça se pourrait que le drain est déficient? Ça se pourrait très bien parce qu'on le voit pas. Puis donc, tout dépend quand on passe aussi. Là, tu passes en plein hiver versus au printemps, il peut y avoir des grosses différences. Là. Et ça se peut qu'il n'y ait jamais rien eu, puis que ce soit le premier printemps parce qu'il y a eu une accumulation de neige terrible cette année-là. Ça ne sera pas cet hiver. Mais et là, au printemps, tout a fondu en même temps, puis ça se ramasse. Ça s'est déjà exact. Vu. Mais à ce moment-là, le rapport, de la façon qui a été rédigé, l'inspecteur, c'est très clair, il a fait son travail, obligation de moyens est là, et la personne, pour aller en vice caché, bien, le dossier est déjà quand même assez bien avancé. Là. Au niveau des questions à répondre pour le vice caché, c'était-tu existant avant la vente? Bon, là, on ne sait pas s'il était existant au moment de la vente, mais quelque chose de sûr, c'était pas visible. C'était pas visible. Ça, c'est clair, ça il était caché. Ça a été bien décrit dans le rapport d'inspection. Et voilà. Donc, comparé à ne pas en parler. Mm-hmm. Bien, ne pas en parler, c'est-tu parce qu'il est passé vite? C'est-tu parce que... Tu sais, trop souvent, la pièce avait plein de boîtes, j'ai rien vu. Ouais. OK, mais... C'est de bien expliquer ses limitations aussi. Parce que dans le fond, c'est une protection. C'est une protection pour lui, mais en même temps, ça décrit l'endroit au moment où tu es allé à l'inspection. Fait que c'est là-dessus qu'on veut travailler, emmener l'inspecteur à mieux décrire ce qu'il voit. Ça reste une photo, une inspection. Exact. Une photo romancée. Bien, pas romancée dans le sens qu'on a changé, on a arrondi des... Mais je veux dire, c'est une photographie dans un rapport, dans le fond. C'est pas juste une image, c'est une description de qu'est-ce qu'on a vu. Alors, quelqu'un qui vient voir quelque chose aujourd'hui, exemple en hiver, et même le même inspecteur qui repasserait au mois d'août, il va voir d'autres choses. Il va voir d'autres choses. Exact. Ouais. Là, dans le fond, est-ce que cette nouvelle norme-là, là, elle va faciliter la tâche des inspecteurs dans le sens où j'ai entendu dire, moi, par certains inspecteurs qui se déplacent puis qui parlent un peu de ça publiquement, que ça va réduire leur tâche. Ils n'auront plus à faire ci, ils n'auront plus à faire ça. Ils vont être plus limités dans leur travail à cause de la norme. Est-ce que c'est vrai, ça, Marco? Non. La norme, c'est un minimum. Un inspecteur doit faire ça de manière minimum. Qu'est-ce qui est à l'intérieur? Les moyens. Mais elle n'a pas de maximum. Par exemple, la première chose qu'on a entendu beaucoup parler, c'est au niveau des panneaux électriques. Ouais. Est-ce le droit d'ouvrir les panneaux? Ah, c'est interdit par la norme. Non, la norme, elle ne l'interdit pas. La norme de pratique, elle dit qu'un inspecteur, dans le cadre d'une inspection pré-achat, n'a pas, par défaut, à ouvrir un panneau électrique. Par contre, s'il y a des indices qu'il y a peut-être d'autres problématiques en arrière, soit que l'inspecteur va aller dire, bien écoute, fais faire une expertise supplémentaire, ou soit s'il a les qualifications nécessaires, notamment au niveau de la formation, bien, un paquet de trucs, bien, il pourrait très bien le faire. Ça, c'est un exemple. Vous faites de la thermographie. Oui. La norme ne demande pas de faire de la thermographie. C'est vrai. Mais ça ne sera pas interdit de l'offrir à ce moment-là. La norme a des moyens minimums et je ne veux pas réduire. Les moyens minimums qui sont à l'intérieur de la norme, c'est quand même des moyens... c'est suffisant. C'est ça, qui sont suffisantes pour faire une inspection visuelle. Oui, tout à fait. Tout à fait. Est-ce que...
on peut s'enfarger dans la norme parce que, tu sais, dans le fond, quand on lit, il faut vraiment comprendre, c'est que l'inspecteur n'est pas tenu de, exemple, versus il doit. Donc, ça, faut vraiment faire la différence entre les deux. Il n'est pas tenu de. C'est souvent pour sa sécurité aussi. Oui. Puis, il doit, ça veut dire que c'est une obligation de faire ça. Exactement. Ça, c'est bien important. Une norme, la façon que c'est rédigé, c'est ça. Il y a des meilleures pratiques, donc des recommandations. Souvent, ça va être marqué « il convient que ». Lorsqu'il est marqué « il convient », on recommande. Comme exemple, ils vont dire « il convient que le vendeur devrait être présent ». Ça serait le fun que le vendeur soit là, mais je peux pas imposer, celui qui applique la norme, c'est l'inspecteur. Exact. Je peux pas imposer à un inspecteur d'obliger quelqu'un qui a aucun lien contractuel avec lui d'être là. Non, exact. Fait qu'il y a des différences entre des choses qui sont des meilleures pratiques, mais également des obligations. Quand il est marqué « il doit », ça doit être fait. Oui, c'est pas une recommandation, c'est pas un conseil, c'est une obligation. C'est ça, il serait en erreur de passer à côté de ça. Il serait en erreur de passer à côté de là, et c'est là lorsqu'on dit c'est pas une norme avec une obligation de résultat, mais vraiment une obligation de moyens. Quand il est marqué « il doit » et l'inspecteur l'a pas fait, bien, il s'expose à des réclamations là, à ce moment-là. Oui, il se met en danger lui-même. Là. Oui, parce qu'il n'a pas fait les moyens que la norme lui impose. Oui. Exact. Là, on va tomber un petit peu dans un sujet qui sort un peu de la norme. On voit, tu sais, il y a beaucoup de cohortes à l'école d'inspecteurs en bâtiment. Il y a énormément d'inspecteurs qui sortent à chaque année de ces cohortes-là. Est-ce que tu penses que la réalité versus qu'est-ce qu'on apprend à l'école, c'est différent, c'est difficile. Bon, c'est un métier qui est quand même, tu sais, pas évident, pas facile de faire sa place. Est-ce que tu penses que les cours devraient être plus contingentés pour essayer, tu sais, de réduire, mettons, le lot d'inspecteurs qui sort ou aller vers des gens qui ont plus d'expérience déjà à la base ou qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Bien là, d'une part, le milieu scolaire forme en fonction des besoins qu'il y avait. Et là, il y a vraiment un changement dans la partie. C'est plus juste de l'inspection pré-achat qu'on va avoir besoin. Oui, il y a la norme qui est là, mais il y a plusieurs autres choses. J'espère qu'on va en parler un peu plus tard. Ouais. En tout cas, la vision de la PCHQ qu'on a de l'intégration des inspecteurs dans l'industrie, il va falloir s'adapter vers ces éléments-là, d'une part. Fait que là, ils ne sont pas encore rendus là de manière générale au niveau des centres de formation, mais je pense qu'il y a une belle ouverture à cet effet-là. En tout cas, ils communiquent beaucoup avec nous sur les besoins qu'il y a, mais il faut les développer là, maintenant, là, ces outils-là. Bon, ça, c'est une chose. Au niveau scolaire, ben là, c'est une opinion personnelle. Je le dis très timidement, mais je vais le dire pareil. Moi, je préférais que ce soit un DEC, déjà en partant, qu'une attestation d'études collégiales. Pourquoi? Déjà, en partant, l'élément qui est le plus problématique, c'est la rédaction des rapports. Ouais. J'ai déjà pensé que les cours de littérature au cégep et les cours de philosophie ne donnent absolument rien. Je m'en excuse à tous mes anciens enseignants. J'avais tort. On la voit, la différence au niveau de la qualité de rédaction. Qualité de rédaction, ça ne veut pas dire d'être verbeux. Justement, c'est le contraire. Mais de bien construire nos phrases. Les cours de littérature le donnent bien, ça, parce que ce qu'on faisait tout le temps, c'était de la dissertation, aller cibler des points puis les analyser. Et les cours de philosophie, ça l'aide à bien raisonner les problématiques qu'on voit. C'est niaiseux, là. Ah non, c'est pas niaiseux, parce que j'en lis des rapports d'inspection, puis des fois, je suis estomaquée de voir les tournures de phrases, puis que c'est pas clair et concis. Tu sais, dans un rapport d'inspection, tu veux que ça soit clair. C'est ça parce que ça, puis ça peut causer ça. Faites une investigation, tu sais. Mais quand tu lis un rapport d'inspection puis que tu as l'impression de jaser autour d'une bière, là, parce que les termes utilisés sont pas assez ciblés, bien, je pense que oui, on a intérêt à avoir une formation vraiment plus poussée au niveau de la rédaction des rapports. Là. Juste dans l'ordre d'amener les idées. Constat, analyse, recommandation. Ben, c'est une base simple de la rédaction de rapports, que ce soit des rapports d'inspection, des rapports d'expertise, peu importe. Ben, on apprend ça notamment. Là, on va dire, oui, il y a des cours de rédaction de rapports,
c'est peu 30 heures dans un... Non, pour moi, l'avoir fait il y a plusieurs années, quand j'ai commencé à faire ma rédaction de rapport, tu sais, j'ai évolué beaucoup là-dessus en peu de temps parce que, justement, je me rendais compte que, mes rapports, ils étaient pas... Je relis mes premiers rapports, puis je fais comme, il manque d'informations, puis c'est pas... c'est l'expérience aussi qui est rentrée là-dedans, là, mais... À la PCHQ, on offre la formation de mise à niveau obligatoire là, pour la norme BNQ sur l'inspection pré-achat. Et on a fait une première cohorte avec différents inspecteurs aguerris qui vont devenir potentiellement des formateurs pour la PCHQ à cet effet-là. Puis, pendant la norme, fait qu'ils sont tous bons, ils ont tous beaucoup d'expérience, ceux qui sont là. Et peut-être rendu au 3e cours, c'était un des meilleurs compliments que j'ai eu. Il y en a un qui me dit Hey Marco, il dit juste avec qu'est-ce qu'on voit à date, là, j'ai réduit mes rapports de 20 pages. C'est excellent, hein? C'est incroyable. C'est excellent. Puis c'est pas que c'était pas bon qu'est-ce qui marquait à l'intérieur, mais là, on était rendu, t'es un rapport d'inspection, puis par exemple, tu as des conseils sur l'entretien de la machine, l'entretien d'éléments généraux. Bon, ben parfait, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ben, il dit, j'ai tout retiré parce que ça reste que c'est bon, puis je donne à côté un petit guide d'entretien qu'ils pourront lire à côté. Mais mon rapport, c'est juste mon rapport qu'il y a dedans. C'est la maison au jour où tu es allé inspecter. Et c'est voilà. Ça qu'il faut qu'il y ait dans ton rapport. Mais la norme de pratique, est-ce qu'elle y interdit d'y donner un autre guide à côté? Pas du tout. Fait qu'elle ne limite pas la norme de pratique. Puis, tantôt, on disait, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent en inspection. Il y a la norme pré-inspection pour le pré-achat. Mais ce qui va venir avec ça, il y a déjà eu une première proposition qui a été déposée à l'Assemblée nationale, c'est l'obligation également de faire inspecter. Oui, ça, ce qui va être une bonne chose aussi. Ce qui va être une bonne chose. Par contre, il faut donner le temps au temps. Il faut s'assurer qu'il y a suffisamment d'inspecteurs sur le marché pour être capable de répondre à cette réglementation-là. Au départ, qu'est-ce qui a été déposé, qu'est-ce qui a été publié à Gazette officielle? On parle de toutes les maisons de 25 ans et plus. Bien, on est déjà, là, c'est 50% du parc immobilier au Québec là, qui a été construit avant 1983. Oui. Puis 25 ans et plus... j'étais plus à l'école, moi, il y a 25 ans. Non, c'est ça. Ça fait pas si longtemps que ça. Là. 25 ans, on est rendu à l'an 2000. Ouais, le bug était passé. Il n'était pas passé, il n'y en a jamais eu. Finalement, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Ça m'amène à te demander, c'est quand que tous les inspecteurs vont devoir être travailler sous cette norme-là? On sait que la norme est là, est passée, est acceptée, est approuvée. Quand est-ce que tout le monde va falloir travailler de cette façon-là? Le règlement d'encadrement de l'inspection d'achat des bâtiments d'habitation, il est déjà en vigueur, mais on est en période de transition. Fait que là, ça veut dire, présentement, tous ceux qui faisaient de l'inspection hier ont encore le droit d'en faire aujourd'hui. Par contre, ils ont une obligation d'aller se mettre à jour avec la norme de pratique. Et puis d'aller chercher leur certificat pour octobre 2027. OK. Entre-temps, il y en a déjà qui débutent la démarche. Comme je l'ai dit, nous, on a déjà commencé à donner des formations. Si un inspecteur est allé chercher la certification, ben lui, il est déjà 100% dans les nouvelles règles. Il est obligé là, de se conformer dès qu'il y a sa certification. Dès qu'il y a le certificat. Donc, la date limite pour être conforme, c'est octobre 2027. Mais quelqu'un qui a déjà son numéro de certificat à la Régie du bâtiment, ben lui, il applique déjà toute cette réglementation-là à chaque fois. OK. Est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup d'inspecteurs qui vont avoir beaucoup de modifications à faire au niveau de leur template de travail? Puis, d'une part, la norme n'interdit pas du tout d'utiliser des outils de logiciels de rédaction de rapports. Okay. Par contre, il y a des changements à faire. Je sais qu'il y en a déjà plusieurs qui sont déjà adaptés un peu dessus. Le rapport de rédaction, le rapport d'inspection ne peut pas seulement être des phrases qu'on met dedans, on doit les adapter. Des « et » ou, par exemple, ça n'existe plus. On n'en veut plus. Ça devrait être un « et ». Oui. On parle de cette composante-là. Là. De celle-là et celle-là, exemple. Ça ne peut pas être un « ou ».
Non. Tu l'as vu, c'est de laquelle tu parles. Tu peux pas dire un ou l'autre. Tu vas nommer celle que c'est. Celle qui est là. Exactement. Bon, ça fait que ça, c'est des affaires. Il va toujours rester de l'intervention humaine à les mettre à l'intérieur des... Les gens ont peur par rapport à ce que j'ai parlé tantôt. Faut noter les absences de déficience. Je peux pas noter toutes les absences de déficience que je vois. Le revêtement, j'ai pas vu de... non, à un moment donné, là, mais ça va souvent être les mêmes choses. C'est où qu'on a les plus grands... Sous-sol, je pense que... Oui. Bien, l'installation des revêtements extérieurs, beaucoup de déficiences à ce niveau-là. Les sous-sols, c'est là qu'il y a des problématiques le plus souvent. Tu sais, on parle souvent qu'au rez-de-chaussée, tu sais, si ton robinet coule, des choses comme ça, c'est moins important qu'un drain de fondation, comme on parlait tantôt. Les entrées d'eau par l'entretoit, tu sais, c'est sûr qu'il y a des endroits plus ciblés là, qu'il faut vraiment être plus... Fait que moi, je pense que c'est vraiment au niveau du sol que ça va être important de faire un décompte de... Tu sais, tu peux pas dire tout est parfait, tu le sais pas. Tu vas dire qu'est-ce que tu as vu ou qu'est-ce que tu n'as pas vu. Pas dire j'ai pas vu le mur parce qu'il y avait des boîtes. Non, mais écoute, dans ce que tu as vu, j'ai vu que les murs étaient... Sous-sol, entre toi, c'est vraiment deux places qu'on a souvent limitées. Si je fais une inspection en plein hiver, tu n'as pas vu la couverture. Parfait, on le comprend. Il y a les photos qui nous montrent que tu n'as pas vu la couverture. Tu es quand même allé dans l'entretoit. J'espère que tu es allé dans l'entretoit. Faut y aller. Faut y aller dans l'entretoit, sauf quelques exceptions. Dis-moi ce que tu as vu dans l'entretoit, par contre. Fait que t'as pas vu les solins, t'as pas vu le bardeau, t'as pas vu... OK, mais est-ce que t'as vu des cernes d'eau dans l'entretoit? T'as-tu vu des traces de givre? T'as-tu vu... Est-ce que tu vois qu'il semble avoir assez de ventilation? J'ai pas vu le bardeau, j'ai pas vu si les bardeaux ils retroussaient parce qu'il manquait de ventilation. Parfait, mais dans l'entretoit, t'as-tu des indices? Faut les nommer, les indices, les absences d'indices. Parfait. Puis l'entretoit, je dis, on y va pas tout le temps. Mais tu sais, il faut faire attention. La sécurité, c'est quand même important. C'est sûr que le minimum, c'est la marmotte, mais la marmotte n'est pas le... Hein, c'est-à-dire juste de se rentrer le chien des prairies, là, plutôt. Là. C'est bon, ça. Mais c'est pas l'exigence. L'exigence, on va dans l'entretoit. Mais au mois de juillet, en dessous d'un bardeau noir, une très faible pente... Ça serait plate que l'inspecteur perde connaissance à l'autre bout. Il n'y a personne pour aller le chercher. Ouais. C'est dangereux pour sa santé là, à ce moment-là. Donc, on serait capable de comprendre qu'il ne va pas là. Il s'expose inutilement. Inutilement. Il faut y aller avec la logique aussi. Oui, là. c'est ça. Mais c'est sûr que, tu sais, pour moi, faire de l'inspection à tous les jours, entrer juste ma tête dans l'entretoit, pour moi, c'est inconcevable. Ça peut pas être une pratique non. commune. Non, parce que souvent, sur le bord de la trappe, tu vois, tout est beau, tu prends 3-4 photos, mais quand tu marches, c'est souvent là que tu vas découvrir quelque chose plus loin. Puis, fait que c'est important. Là, c'est super important. Mais il peut y dedans. avoir des exceptions, comme j'ai donné là au mois de juillet. Tu sais, l'hiver... là, je m'excuse, il fait pas trop chaud. Là. Non, il fait plus froid. Fait que même une petite veste chauffante puis des gants. Puis là, je prends les deux extrêmes. Mais pour de vrai, la plage, où est-ce que ça pourrait être dangereux, on parle pas là, de 3 mois dans l'année. Là. Non. Et c'est pas toutes les maisons non plus. Là, j'ai pris les conditions, une pente 4-12, bardeau noir. Exact. Puis tu sais, en hiver, on parle souvent qu'on est plus limité à cause de la neige. Là, on voit pas la toiture, mais souvent, on va voir autre problématique qu'on verrait pas l'été. La condensation, c'est l'hiver qu'on la voit, là. Fait que c'est super important d'aller faire un tour dans l'entretoit. Puis même en regardant la toiture, on le voit aussi, là, s'il y a des gros trous pas de neige à certains endroits, c'est des indices. Puis ça, c'est des choses qui doivent être relevées dans le rapport d'inspection. Là. Oui, tout à fait. Là, je reviens un petit peu avec l'école, la formation, les gens qui sortent de la formation. Est-ce que tu penses qu'on vend comme un peu un rêve à l'école? T'sais, est-ce qu'on prépare vraiment les gens à ce qui est la réalité de terrain? Parce que moi, quand je suis sortie de l'école, là, laisse-moi dire que j'ai eu du travail à faire en colline avant de devenir vraiment un inspecteur performant, là, si on peut dire ça. Parce que puis je m'attendais pas à autant de difficultés avec, se faire connaître, les collaborations, essayer d'avoir des bons prix. La compétition est féroce, puis il y en a qui sortent de l'école en pensant qu'ils vont devenir... pas multimillionnaires, mais ils vont faire la pièce avec ça, tu sais. On prépare... Est-ce qu'on dit vraiment la bonne réalité à l'école? Je peux pas dire de quelle façon que c'est vendu à l'école. Par contre, peu importe le programme de formation qu'on fait,
on va pas chercher plus que 50% des compétences qu'on a de besoin parce qu'il manque toujours une grande affaire qui s'appelle l'expérience. Puis, tu auras beau faire 10 ans dans la meilleure école, tu n'auras jamais cette partie-là qui est l'expérience. Les associations, ça fait partie des rôles qu'on a. Nous, à la PCHQ, on permet le mentorat. Puis, il n'y a même pas de transfert d'argent là-dedans ou quoi que ce soit. Il y a des inspecteurs qui disent, moi, je suis prêt à prendre un inspecteur qui vienne m'accompagner 1 fois, 2 fois, 3 fois. Pas de le prendre à sa charge ou quoi que ce soit. Juste 1 fois, c'est suffisant. Puis après ça, ce même apprenant-là, il peut aller avec un autre inspecteur. Le partage d'informations entre les pairs, de permettre des forums de discussion entre les différents inspecteurs. C'est un peu ça qu'on essaye de faire là, avec le podcast ça un moyen. Aujourd'hui. Les réseaux sociaux, je sais que tu es sur Spotted d'inspection aussi. On essaie de mettre beaucoup d'informations aussi sur ce qu'on voit en inspection, mais sur ce qui s'en vient pour l'inspection, des liens pratiques, ces choses-là. Fait que ça l'aide quand même à la formation. Là. Et au niveau des inspecteurs, c'est beaucoup des travailleurs autonomes qu'on va avoir. Ouais. Peut-être pas au niveau du sens juridique, là, souvent c'est des compagnies, là, mais je veux dire, c'est pas des gens qui vont être généralement employés. Je dis pas que ça n'existe pas, ça l'existe, tout existe. Mais il n'y en a pas de formation au niveau d'entrepreneuriat à l'intérieur. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on aide au niveau de l'associatif. Faut que tu sois capable de calculer c'est quoi tes frais fixes dans l'année. On va te les montrer, c'est quoi. C'est pas juste ton certificat de la régie du bâtiment, c'est pas juste ta cotisation. Ton assurance... Pas juste payer ton assurance qui est déjà un gros morceau. En tout cas, le gros morceau récurrent. Oui, récurrent. C'est ça, parce que... Il y a l'outillage, puis vous avez quelques bébelles chez vous dans votre firme que c'est pas le prix de l'assurance qui est le plus élevé. Non, exact. Également, donc d'être capable de savoir combien je dois charger pour... être inspecteur en bâtiment, c'est pas juste du temps que tu vends. Il y a des frais fixes par rapport à ça, puis il faut s'assurer de le payer. Juste l'assurance de ton auto, ton véhicule pour te rendre au lieu d'inspection, ton essence, les immatriculations. À un moment donné, faut que tu saches combien que... Tout augmente là, partout. Hein? Puis le prix des maisons, tout a augmenté. Donc, c'est normal que tu aies un professionnel qui se déplace, venir faire ton inspection, qu'il y ait des frais qui viennent avec ça, mais comment bien charger? Puis ça fait un peu partie des questions que j'avais aussi. On en voit, il y a une compétition qui se fait là, sur le terrain. Puis, est-ce que c'est sain, pas sain? Je ne le sais pas, mais il y en a qui vont couper les prix pour avoir plus d'ouvrages parce que c'est plus difficile. Là, toi, tu essaies d'avoir un professionnalisme et puis d'amener un travail consciencieux. Puis là, tu manques des opportunités parce que tu te fais couper les prix. Est-ce que c'est un peu le rôle... fait partie un peu du rôle de l'association de venir s'assurer que justement, ça soit une compétition saine, qu'il n'y ait pas des gens qui profitent pour essayer de mettre des bâtons dans les roues, si tu veux, un peu aux autres. Là. Ça fait partie de votre rôle de surveiller ça puis de sensibiliser. Oui, une association, ça va être c'est un regroupement de professionnels. Dans ce cas-ci, des inspecteurs. On a d'autres professionnels à la PCHQ, mais on va parler des inspecteurs. Pour améliorer la pratique. On n'est pas un ordre professionnel. Par contre, ça n'existe pas en inspection. Non. Et sans dire que c'est impossible que ça arrive, c'est peu probable que ça arrive. Hein? Un ordre professionnel, c'est vraiment un organisme qui est voué à la protection du public. Si on regarde pour les courtiers immobiliers, c'est même pas tout à fait un ordre professionnel en tant que tel, même s'ils ont un mandat de protection du public, c'est même pas un ordre professionnel. Donc, au niveau associatif, c'est de favoriser les meilleures pratiques et de développer des outils, de favoriser l'échange d'informations entre les membres et
également envers leurs clients, qui peut être des entrepreneurs, qui peut être des professionnels, qui peut être des consommateurs, pour avoir la meilleure industrie possible, le plus sain possible. La compétition, c'est très sain, on croit à ça, mais des coupes de prix, autant au niveau des entrepreneurs, ça n'a jamais été une pratique qu'on a... Que vous encouragez. Bien, qu'on encourage parce que ça fait plein de dommages partout. Tu te dis, oui, peut-être que le consommateur a payé un peu moins cher. Ben, peut-être les premiers au départ ont peut-être payé un peu moins cher. La qualité du travail est rarement au rendez-vous là. Ouais. Puis après ça, ben là, c'est les fournisseurs qui se font couper, qui se font pas payer, qui se présentent des retards de chantier. Sans même affaire, un coupé de prix en inspection, c'est quelqu'un qui va peut-être faire 5, 6, 7 inspections dans une journée. Je m'excuse, c'est pas possible. Ouais. Est-ce que c'est possible dans une journée, une fois qu'un inspecteur fasse 4 inspections? Bon, c'est possible une fois. Mais n'oubliez pas qu'il n'a pas fait la moitié de sa job encore. Non. Fait que le lendemain, je pense pas qu'il est en inspection. Il ne peut pas faire 4 autres inspections le lendemain puis sortir 8 rapports parce qu'on s'entend qu'on a toujours un délai pour remettre nos rapports. Là, on est dans une transaction immobilière où les gens attendent la réponse, le rapport pour prendre une décision. Donc, on peut pas étirer le temps sur la remise de rapport. Là. Fait que je veux juste être prudent de dire c'est pas parce que quelqu'un fait 4 inspections dans une journée que c'est pas bon. Non. Mais quelqu'un qui fait lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, 4 inspections. Il travaille de nuit, de jour. Je m'inquiète. Je m'inquiète de... Est-ce que vous les surveillez, vos inspecteurs qui font partie de votre association? Faites-vous des espèces d'audits de leur travail? Est-ce que vous les encadrez à ce niveau-là? Dire, écoute, moi, je trouve que... On n'a pas encore fait le premier cycle complet. Comme je le disais tantôt, on est en train d'intégrer différentes sphères de l'industrie et les inspecteurs sont notre dernier... On est les bébés, là. Je dirais pas les bébés, les plus récents, mais pas les bébés, les petits bijoux. Bijoux, j'aime ça, bijoux. Moi, c'est un dossier qui m'intéresse particulièrement à l'inspection de bâtiments depuis longtemps. Et on n'a pas fini le premier cycle, mais on fait quand même certains laboratoires d'expérience là-dessus. Oui, il va y avoir des audits qui vont être faits et également des tests au niveau de l'éthique, également qui vont être faits régulièrement. Le premier cycle d'audits devrait être à l'automne prochain. L'ensemble des inspecteurs vont avoir un audit. OK. Oui. Et là, tu t'as souligné éthique. Ça me fait penser, est-ce que, tu sais, avec les plateformes de réseaux sociaux là, qu'on a, là, l'information va vite, ça se véhicule vite. Est-ce que vous surveillez ça un peu aussi? Parce qu'on en voit beaucoup des inspecteurs là, qui mettent des vidéos, qui mettent toutes sortes de choses. Est-ce que on doit surveiller ça pour pas qu'il y ait de désinformation là-dedans ou de choses qui pourraient nuire à la réputation des inspecteurs? On y va avec une certaine prudence, mais c'est arrivé qu'on est intervenu pour dire, là, fais attention, parce que là, ce qui vient d'être dit est contraire à la sécurité du public. Qu'un inspecteur ait dit, moi, je préfère le bois au béton, c'est une préférence personnelle, ça, on va le laisser là-dessus. Mais s'il y a des éléments qui sont véhiculés, qui sont carrément faux, oui, on se garde le droit d'intervenir à cet effet-là. On l'a déjà fait et à toutes les fois qu'on a eu à le faire, il y a toujours eu de la collaboration. Ça s'est réglé par un téléphone, tout simplement, parce que les gens sont de bonne foi. Souvent, c'est même pas de dire écoute, non, je maintiens mon... j'ai dit ça, puis c'est pas ça que je voulais dire, je me suis trompé ou quoi que ce soit. C'est arrivé une fois qu'on a obligé l'inspecteur à aller suivre une formation, parce que parler d'un sujet, clairement, il ne le maîtrisait pas suffisamment. On l'a obligé à suivre une formation spécifique à cet effet-là, puis il l'a fait, puis c'est parfait. C'est des gens, de manière générale, là, qui ont... Bon, c'est sûr, ils ont toute une fierté, fait que c'est pas le fun de se faire dire ça. Mais après ça, ils ressortent et ils disent « Non, là, je connais vraiment, vraiment ça. » Oui, c'est ça. Il y a eu l'opportunité, cette personne-là, au moins d'aller compléter sa formation sur le sujet qui était mal maîtrisé. Oui. Bien, on se faisait même dire au départ, à la PCHQ, vous acceptez des inspecteurs qui viennent de sortir de l'école.
il faut commencer quelque part. Puis nous, on se dit, c'est quoi de mieux de venir dans un endroit d'où est-ce que c'est encadré, d'où est-ce que tu es outillé pour développer, plutôt que de dire, reste dans l'industrie, va faire tes erreurs avec d'autres, puis après ça, quand tu auras appris en te faisant taper ses doigts, tu viendras avec nous, bien, ça fait des coupures de prix, ça fait des gens qui mauvaise réputation. Non, plutôt, viens avec nous. Si on voit que certaines erreurs, certaines lacunes, on va essayer de les corriger avec toi. Si ça ne marche pas, par exemple, ben non, on ne reste pas. Et d'ailleurs, on a mis un processus de plainte en éthique qui est vraiment transparent sur notre site Internet, qui explique vraiment qu'est-ce que ça en est. Et puis, je vais vous dire, depuis qu'on a ça, il n'y en a plus de plaintes parce que ce qu'on avait, essentiellement, c'est plate, mais c'était des courtiers immobiliers qui avaient perdu des ventes. OK, mais là, tu n'es pas content du rapport. Moi, je ne sais pas s'il est bon ou pas bon, le rapport, je ne l'ai pas vu. Vous faites une contre-expertise. Avez-vous été devant les tribunaux de droit civil? Après ça, on regardera. Mais non, mais ça n'a pas d'allure. J'ai jamais vu ça. Ben, ça se peut. Moi, je ne peux pas juger là, à partir de mon bureau, là. Ouais, c'est pas notre rôle, c'est pas le rôle de l'association. Mais sur l'éthique, par contre, oui, ça, c'est notre rôle. Mais c'est ça, avec les réseaux sociaux, est-ce que vous pourriez perdre le contrôle, ça pourrait devenir le Far West un peu, ou bien, on sent que les inspecteurs sont consciencieux dans ce qu'ils veulent apporter comme information? Il y a de tout. Fait que tout cela est possible. Nous, notre limite d'intervention, c'est pas nous qui allons émettre les certificats, c'est la régie du bâtiment. Mais il y a un code d'éthique également au niveau des certificats. Le code d'éthique de la PCHQ reprend essentiellement qu'est-ce qu'il y a au niveau de la régie du bâtiment, mais on a d'autres éléments également qui s'ajoutent à ça, des obligations supplémentaires. Nous, on peut juste limiter à dire, ben je regrette, mais tu ne peux plus être membre chez nous. Ce qui peut avoir quand même une grande conséquence parce que l'assureur, si tu te fais rejeter, pourrait avoir une... Je ne veux pas parler pour l'assureur, mais c'est difficile d'être assuré en erreur et omission pour un inspecteur en bâtiment. Oui, c'est difficile, puis c'est dispendieux, puis tu sais, c'est précieux, je pense, cette assurance-là. Fait que c'est certain que si tu démontre une mauvaise, pas réputation, mais une mauvaise attitude, c'est sûr que peut-être que l'assureur pourrait s'en mêler. Tu as raison là-dessus. Mais là, ça m'amène au fait, tu sais, tu parlais d'association. Moi, je suis membre de la PCHQ. Toi, tu es là pour la PCHQ aujourd'hui. Il y en a d'autres associations. Qu'est-ce qui différencie les associations? Est-ce que c'est du pareil au même ou il y a vraiment des facteurs marquants, là? Pour ma part, je considère qu'il y a deux associations. Il y a l'AIBQ, l'Association des inspecteurs en bâtiment du Québec, et la PCHQ. À mon humble avis, les deux sont bonnes. Il y a des gens bienveillants à l'AIBQ et je vous garantis, il y a des gens bienveillants, dont moi le premier, au niveau de la PCHQ. Et on a à cœur une industrie saine, des inspecteurs qui sont reconnus. Les différences sont essentiellement au niveau de la mentalité, de comment intégrer les inspecteurs dans l'industrie. Je ne veux pas trop aller sur l'AIBQ, je le laisserai expliquer, mais moi, ma compréhension sont beaucoup plus centrées sur le pré-achat, moins dans les autres disciplines, et ils ont vraiment un désir profond du développement d'un ordre professionnel d'inspecteurs. OK. Leur pensée peut avoir évolué, puis c'est très valable. Tout ça est très valable. Nous, de notre côté, l'encadrement, la régie du bâtiment, c'est parfait, c'est une voie d'encadrement. Il peut en avoir d'autres également. Mais de développer l'expertise des inspecteurs en bâtiment. D'une part, il faut que le métier soit attractif. Il n'y a pas assez de ventes immobilières, l'inspecteur en bâtiment n'a pas d'ouvrage. On l'a vu pendant la pandémie, il y a trop de transactions immobilières, l'inspecteur en bâtiment n'est pas là. Mais là, c'est parce qu'il faut qu'il paye son épicerie, il faut qu'il paye... Oui, il faut qu'il travaille. Fait que nous, on veut les aider à développer leur champ d'expertise pour aller plus loin. Bon, exemple, thermographe. Combien de fois que je suis allé au tribunal, le consommateur avait payé un rapport de thermographie, puis arrivé non, il n'est pas recevable.
il est soit thermographe juste de niveau 1, ou il s'est acheté une machine puis il a fait un balayage thermique. Ben, c'est rien, ça. Puis juste expliquer un peu la nuance, là, c'est comme lorsque je vais à l'hôpital me faire une radiographie de ma jambe. Il y a une technicienne qui va faire la radiographie de ma jambe. C'est pas elle qui va interpréter. Qui va l'analyser, exact. Ça va être le médecin qui va l'analyser. Bon, c'est la même chose un peu. Toute comparaison est emboîteuse, mais c'est un peu la même chose. Un thermographe de niveau 1 va prendre les relevés, va prendre les photos, mais c'est pas lui qui va pouvoir les analyser. Ça va être un niveau 2 ou un niveau 3 qui va pouvoir aller le faire. Mais on veut que la population soit capable de faire un bon choix, de prendre le bon, puis quand il dit « je prends lui », bien écoute, parfait. Qu'est-ce qu'il peut faire pour toi pour que ce soit clair? Ça, c'est un exemple. On veut intégrer, puis ça, c'est un autre élément qui nous distingue de l'autre association. On a un poids politique à la PCHQ. C'est 22 500 membres. Ouais. C'est la plus grande association de l'industrie de la construction, pas au Québec, au Canada. Une grosse machine. C'est une grosse machine. La plus grosse association à travers le Canada, c'est l'Association de la construction du Canada, qui est à peu près à 18 000 membres. Nous, juste au Québec, 22 500 membres. C'est beaucoup de monde. C'est beaucoup de monde. Puis on réussit à faire avancer pour la collectivité québécoise. Là, ici, ça a été par le biais des inspecteurs, exemple, avec le projet de loi 76 sur l'amélioration de la qualité de la construction. Bien, au départ, seuls ceux qui étaient reconnus pour faire de l'inspection de conformité pour des maisons neuves, c'était les architectes et les ingénieurs. Bon, de un, les prix auraient explosé, manque de main-d'œuvre, puis c'est-tu vraiment eux autres, les spécialistes, les experts en constat sur... Ils sont bons, mais c'est-tu vraiment eux autres les seuls? Bien, on a proposé notamment, les technologues professionnels, on n'a pas été les seuls à proposer. Et également, bien, les inspecteurs en bâtiment. Bien, en fait, Marco, tu me diras si je me trompe, mais tu sais, on a les architectes, les technologues, ces choses-là, souvent qui vont, mettons, créer le bâtiment, tu sais, le concevoir. Le concevoir. On a les entrepreneurs qui vont le construire, OK? Oui. Nous, les inspecteurs, on passe plusieurs années après, on voit le résultat du bâtiment. On voit le résultat de comment ça a été fait. On voit les erreurs qui ont été faites. Donc, on est capable d'analyser puis de dire, bon, mais telle problématique vient de parce qu'on a fait ça de cette façon-là, parce que nous, on voit le résultat. Alors que l'architecte, lui, pourrait faire... Puis je dénigre aucunement les architectes, là, mais il pourrait faire plusieurs plans avec toujours la même erreur. Il ne saurait pas que cette erreur-là existe. Oui. Parce que c'est des gens comme nous qui passent sur le terrain, qui voient les déficiences que ça occasionne. Fait que oui, on est bien placé pour la conformité. J'ai une expertise qui est pas vilaine en pathologie de bâtiment, parce que j'ai fait ça la grande partie de ma carrière à la PCHQ. Et la dynamique, c'est que lorsqu'il y a une réclamation, l'entrepreneur général, bien souvent, il va juste renvoyer son équipe et non, exemple, l'entrepreneur spécialisé. Fait qu'on n'apprend pas. Et combien de fois je me suis fait dire, ça fait 20 ans que je fais ça de même, jamais... Oui, c'est parce que le trouble ne s'est pas rendu jusqu'à toi. Exact. Il y a un autre qui a passé, l'entrepreneur a payé la facture, puis il est passé à l'autre maison parce que son but, c'est de bâtir des maisons. Fait que parfait, on a corrigé ce problème-là. Puis c'est peut-être même plus ce sous-traitant-là qui travaille dans les maisons maintenant. Ça, là, ça a une expérience. Puis c'est de là que ça vient, moi, en commission parlementaire, c'est ce que j'avais noté. On m'avait dit, bien, Marco, mélange pas l'inspection pré-achat de l'inspection de conformité en chantier. Les inspecteurs n'ont pas compétence. Puis respectueusement, j'avais soulevé, bien, non, justement, respectueusement, là, c'est eux autres qui sont les experts à aller faire des constats. Parce que, justement, on voit le après. Et sans être marqué spécifiquement les inspecteurs en chantier, résultat, au niveau de la loi, bien, c'est marqué toute personne ou organisme qui serait nommé, autorisé par la Régie du bâtiment. Donc, la Régie du bâtiment peut utiliser cet outil-là pour dire, par exemple, je vais créer un nouveau certificat, mettons catégorie 3, près de catégorie A. Là. Présentement, il y a catégorie 1, numéro 2 pour les inspecteurs, pour de l'inspection de conformité. Puis même pire que ça, moi, je pense que l'inspection de conformité requiert moins d'expérience que de l'inspection pré-achat. C'est peut-être la meilleure école pour les inspecteurs. Exact. Et puis là, ça m'amène à la question...
On a eu un webinaire avec la PCHQ récemment. Qu'est-ce qui nous attend là pour... On parle beaucoup de préachat, on parle beaucoup, tu sais, on a parlé de prévente là, dans mon autre podcast avec Stéphane Pagé pour se protéger, faire un prévente. Qu'est-ce qui arrive avec nos constructions neuves? Est-ce que les chantiers, est-ce qu'on devrait avoir plus d'inspections, justement de conformité, comme t'expliques? Bon, là, on va aller voir. Il y a présentement un plan de garantie qui s'appelle GCR qui existe pour les bâtiments résidentiels neufs bâtis par un entrepreneur. Ils ont déposé un plan d'inspection sur 5 ans. Et dans 5 ans, 100% des bâtiments construits au Québec qui sont enregistrés chez GCR devraient avoir eu au minimum 3 visites d'inspection. Donnons la chance aux coureurs. Par contre, on reste quand même prudent et critique de dire bien, il va falloir qu'il y ait les mêmes obligations à ce moment-là, si c'est eux qui font l'inspection, que des inspecteurs qui sont en dehors. Fait qu'on parle de certificat de conformité. On va voir. En tout cas, c'est sûr qu'on va mettre... on va proposer qu'eux autres aussi se rendent jusqu'au certificat de conformité. Bon, maintenant, on est à 25% de maisons qui sont faites par des autoconstructeurs au Québec présentement. Ça, c'est les chiffres officiels, c'est ceux qu'on sait. Mm-hmm. Il y en a qu'on ne sait pas. Donc, c'est 25% minimum. Bien, ceux-là, GCR ne les couvre pas. Ils ne sont pas dans leur parc. Les inspecteurs, ça devrait être eux déjà là qui pourraient aller là. Fait que c'est vers ça qu'on va aller. Il y a une norme de pratique qui est en rédaction présentement. On verra si ça sera une norme obligatoire par la Régie du bâtiment ou pas. On le verra, ils pourront le faire. Mais le BNQ est en train de rédiger une norme présentement de pratique sur la surveillance de chantier qui inclut des inspections et qui inclut la délivrance d'un certificat de conformité à la fin. Donc, ça pourrait être fait par des inspecteurs en bâtiment et non obligatoirement par un technologue ou... La Régie a les leviers pour pouvoir le faire. Et la PCHQ, on a été les seuls à pousser cet élément-là, qui est, selon moi, essentiel. Puis ça serait une bonne chose. On s'entend, on parle toujours de la qualité de la construction au Québec. Tu as parlé des autoconstructions en inspection, préachat. On est capable pratiquement de le dire quand c'est une autoconstruction versus une construction. On voit les erreurs qui se sont faites au niveau de la construction. Donc, c'est sûr que si c'était plus encadré, ça aussi, ça permettrait une meilleure qualité de construction? Bien, oui. L'entrepreneur général, c'est pas juste quelqu'un qui se promène avec un pick-up qui a été lavé le matin. Là. Non. C'est plus que ça. C'est le chef d'orchestre sur un chantier. Et c'est lui qui n'est pas là en autoconstruction. Je dis souvent, c'est où qu'une maison a le plus de fuite d'eau? Fait que là, je te demande ça vite de même, c'est où qu'une maison a le plus de fuite d'eau? Tu veux dire d'infiltration? Ouais. Ben, la toiture, par le haut et par le bas. Moi, je te dirais essentiellement, c'est entre 2 quarts de métier. Ah, ouais. C'était un piège. Oui, c'est un piège, effectivement. C'est souvent ça, entre 2 quarts de métier. Pourquoi? La coordination entre... C'est le général qui fait ça. L'autoconstructeur, il y en a qui ont l'expérience, qui ne sont pas à leur première, bon, pas de problème. Mais l'autoconstructeur n'a pas autant cette expérience-là. Et malheureusement, la construction au Québec, ça a des avantages, mais c'est vraiment très compartimenté par métier. Donc, je fais mon travail dans mon champ de compétences et je ne regarde pas qu'est-ce qu'il y a alentour. Pas de ce qui vient. Dans l'industrie de la construction au Québec, on bâtit des maisons à peu près comme on assemble des voitures, sauf que c'est pas dans une usine, c'est sur des chantiers. Mais chaque ouvrier fait le même travail répétitif tout le temps. De là vient aussi... Tu sais, souvent, on va dire, est-ce que l'inspecteur en bâtiment a de l'expérience en construction? Si on regarde un peu les corps de métier dans la construction, quelqu'un qui fait à répétition toujours le même travail n'a pas nécessairement une expérience tant que ça dans la construction. Donc, c'est vraiment d'aller chercher tout l'outillage puis la science du bâtiment. Puis à la PCHQ, on a aussi des belles formations aussi là, pour les... pas juste pour les inspecteurs, mais pour les entrepreneurs, ces choses-là, mais... C'est pertinent pour un inspecteur en bâtiment quand même de faire les formations au niveau de la science du bâtiment puis ces choses-là
En tout cas, moi, je les aime beaucoup, là, ces formations-là. Merci d'une part. D'autre part, moi, j'ai une équipe de 13 conseillers techniques. Les membres y appellent une question technique, c'est une réponse Immédiate. immédiate. J'ai 13 conseillers techniques, puis souvent, le monde, comment tu fais pour avoir des gens qui sont excellents dans tout? J'en ai pas un qui est excellent dans tout, dont moi, le premier, je suis pas excellent dans tout. Moi, je suis correct, je suis correct tout simplement, mais mes collègues sont vraiment excellents, mais ils ont tout leur champ d'expertise. Ouais. Fait que si tu as une question sur de la ventilation pointue, de base, oui, là, ce qui est les exigences du code là, sont toutes excellents dans toutes les exigences du code là, pour la partie 9. Mais une question bien pointue en problématique, ben j'en ai un conseiller technique qui est un ancien ferblantier qui est vraiment très bon là-dessus. C'est sur des matériaux qui seraient à faible carbone. Ben j'ai un conseiller qui est architecte, qui est habitué de travailler avec ça, qui est conseiller lead, ces éléments-là. J'en ai un autre inspecteur, pas un autre inspecteur, un autre conseiller technique qui est un ancien inspecteur pré-achat. C'est tous des corps de métier différents. Fait qu'à ce moment-là, quand on est à la gang, ben, on est une équipe excellente. On est une équipe excellente. Puis en plus de ça, on a un réseau de contacts qui est assez élevé. Fait que ça, on revient un peu à l'inspection de bâtiment, là. Moi, je suis un peu perdue dans ma recherche, là. Je suis une nouvelle inspecteur en bâtiment. Je veux aller vers une association. C'est quoi un peu la démarche là, pour faire partie de la PCHQ? Ben, au niveau de la PCHQ, c'est assez simple. Sur notre site Internet, on a les formulaires d'adhésion. Ils sont inclus également avec le formulaire pour adhérer à l'assureur. Et c'est à partir de là, de la réponse de l'assureur, qu'on va faire le plan d'encadrement pour rentrer. Donc, si quelqu'un était refusé par l'assurance, il ne pourrait pas être bon à la PCHQ? Non. Parce ce qu'il pourrait faire, il pourrait être un membre apparenté qui existe. Okay. Ça veut dire ça, c'est un membre qui n'apparaît pas nulle part sur aucun répertoire. Ma mère ne peut pas le trouver en faisant une recherche. Par contre, on lui donne accès à nos formations, on lui donne accès à nos informations également, nos infolettes, ces éléments-là. Mais c'est pas quelqu'un qui peut s'afficher là, à ce moment-là là, à PCHQ. Non. Puis, j'en parlais aussi avec mon autre invité, je dis la semaine passée, mais dans l'autre podcast, dans le fond, quand on recherche un inspecteur en bâtiment, là, moi, je veux faire inspecter, je viens de faire une offre d'achat, est-ce que d'aller sur, justement, le site de l'association, on a le listing de tous les inspecteurs qui sont actifs sur le terrain? Là? On a un répertoire qui s'appelle trouverunentrepreneur.com. Si on rentre la catégorie inspecteur, la ville, on va avoir tous ceux qui sortent de ce site-là. À ce moment-là, on sait qu'ils ont leur assurance pour faire le travail. Et de deux, on n'a pas de problème en déontologie. Non, je ne dirais pas déontologie, on n'est pas un ordre professionnel. En éthique non plus, on n'a pas de problème à ce niveau-là. Et puis, lorsque les certificats également là, vont être vraiment là, tout en marche, ils vont vraiment voir si c'est de l'inspection seulement pré-achat. Et tranquillement, pas vite, au fur et à mesure où on intègre, exemple, si c'est un thermographe qu'on cherche, bien, y est-tu niveau 1, y est-tu niveau 2, y est-tu niveau 3, qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il est conseiller en efficacité énergétique? Tous les champs de compétences, ils seront vérifiés. Lorsqu'il est affiché, c'est parce qu'il est vérifié. Il est vérifié et approuvé. Oui. Là. Oui. Ça, c'est bien parce que ça donne de l'information aux gens qui veulent, qui cherchent un inspecteur en bâtiment. Tu sais, on sait que souvent, on va être référé soit par un courtier immobilier ou ces choses-là, mais les gens, de plus en plus, ils aiment ça faire leurs recherches eux autres mêmes. Puis trouver, tu sais, un inspecteur en bâtiment, ça reste que c'est une bonne démarche, là, parce que quand on veut un inspecteur en bâtiment, on fait l'achat d'un super important dans notre vie. On veut quelqu'un de compétent, on veut être sûr qu'il a tout ce qu'il faut. Mais sur le site, on peut avoir exactement... On sait qu'il va être approuvé puis qu'il va avoir sa licence, oui, là, qui s'en vient, mais qu'il va avoir son assurance. Ben, on sait qu'il y a les qualifications, exact. Ça d'une part. Et puis, oui, il est assuré également. Ben, je vais vous dire, l'assureur le vérifie encore plus. Oui, j'imagine. Il est lié financièrement dessus. Puis c'est important parce que inspecteur, c'est un mot valise. On l'utilise tout le temps, demande à un inspecteur, mais inspecteur en tant que tel, ça veut rien dire. Il y a plusieurs spécialités, il y a plusieurs champs de compétences en l'inspection. Puis on voit ça souvent, là, par exemple, quelqu'un qui a une pathologie, demande à un inspecteur.
certains inspecteurs sont très bons pour faire de l'expertise et d'autres inspecteurs n'ont pas cette compétence-là. Puis je le dis en tout respect parce que ça ne les intéresse pas. Eux autres, ils veulent... Puis c'est correct aussi. C'est vraiment d'avoir l'information juste. Les inspecteurs, certains n'ont juste 1 ou 2 champs de compétences, d'autres en ont plusieurs. Puis si tout cela est bien correct, il faut donner l'information complète à ce moment-là. Donc, si on résume, la nouvelle loi est déjà en vigueur. Oui. On a comme un temps d'adaptation jusqu'en octobre 2027. Oui. Là, à partir de là, les inspecteurs devront avoir toute leur licence leur certificat, pas une licence, mais de la RBQ. Donc, ils doivent tous passer par le processus de reconnaissance des acquis. Oui. Ça, c'est une formation de mise à niveau plutôt. Formation de mise à niveau. Reconnaissance des acquis, c'est pas vraiment nécessaire parce que la réglementation reconnaît qu'au niveau technique, ils ont ce qu'ils ont besoin. Et je rappelle, la problématique au niveau des poursuites, c'est les rapports. Et la formation de mise à niveau... se spécialise beaucoup sur les rapports. C'est le rapport, essentiellement. On voit les nouveautés légales au niveau de la réglementation, les obligations légales qui viennent avec, mais c'est pas là qu'un inspecteur va apprendre à mesurer la pente de toit. Non. Je donne cet exemple-là qui est assez niveau 101, là, mais oui. Je veux dire, c'est pas sur les façons d'inspecter, c'est de la façon qu'on rapporte l'inspection. OK. Non, vous êtes bon déjà. Ah ben merci beaucoup. Et essentiel. Ah ben ça aussi, parce que tu sais... c'est un peu le but de mon podcast puis de cette série-là, c'est vraiment de faire connaître l'inspection en bâtiment parce que je pense que on va pas se cacher qu'il y a eu une mauvaise presse un peu. On a vu, des affaires à la facture, puis c'est souvent le négatif qui ressort dans bien des situations. Puis moi, je pense qu'un inspecteur en bâtiment, comme tu dis, c'est essentiel dans un processus immobilier, mais ça peut être essentiel en expertise légale ou dans plein de situations. Seulement, il faut apprendre à connaître son rôle puis sa responsabilité, puis de savoir ce qu'il en retourne alentour de ça. Quand on connaît pas ça, on peut parler à travers notre chapeau en disant les inspecteurs, il y en a plein qui sont pas bons, alors qu'on sait pas. On ne sait pas pourquoi. Pourquoi ils sont pas bons? Y en a-tu vraiment des pas bons ou c'est une image qu'on se fait? Fait qu'on s'en va vers ça là, avec la reconnaissance du métier. Là. Mais déjà, en partant, que il y avait autant d'obligations ou de normes de façon de faire qu'il y avait d'inspecteurs, puisqu'il n'y avait rien il n'y avait pas de jalon nulle part. Quel est le mandat d'un inspecteur pré-achat faisait déjà que quelqu'un qui pouvait le faire de bonne foi, remettre un rapport juste coché, puis il était sûr qu'il faisait... Bon, aujourd'hui, la norme a dit non, c'est pas ça là, que tu peux faire. Là. Fait que de mettre une norme, de dire ceci, c'est les règles du jeu, ça peut juste emmener l'industrie vers le haut. Et je rappelle, la norme n'est pas le maximum à quoi doit se tenir l'inspection pré-achat. C'est le minimum. C'est le minimum. C'est un peu comme le code du bâtiment, là, qui est le minimum requis. Comme je dis souvent, le code du bâtiment, c'est le minimum pour pas aller en prison. OK. C'est aussi sévère que ça. Donc... si on fait le tour de ça, mais en fait, je te remercie infiniment d'avoir été avec nous, de nous avoir éclairci un petit peu sur ce qui s'en vient en inspection, sur les nouvelles normes, puis sur la nouvelle façon de travailler. C'est agréable de voir aussi que les inspecteurs en bâtiment, ils ont leur place dans la construction, puis que c'est des gens qui acquièrent une expérience qui est vraiment différente de ceux qui travaillent dans la construction comme constructeurs ou ces choses-là. D'avoir une reconnaissance au travers ça, comme tu dis, ça va juste emmener l'inspection en bâtiment à remonter peut-être dans l'estime des gens aussi. Là. Mais juste au niveau du transfert de l'expertise, là, moi, je pensais que j'avais la seule recette qui était bonne au Québec quand je bâtissais. Et aujourd'hui, je ne ferai plus mes maisons de la même façon que je les faisais à l'époque. Et j'ai appris énormément. Ils sont bonnes, là, les maisons que j'ai construites, soit dit en passant. Mais quand je suis devenu inspecteur à la PCHQ, je me suis promené de région en région, je me suis promené de chantier en chantier. J'ai appris tellement de choses. Puis après ça, je voyais d'autres entrepreneurs qui étaient intéressés. Puis là, je leur disais, j'ai vu telle affaire à telle place, c'est intéressant. J'ai vu telle chose en même place. Quand j'ai commencé là, à la PCHQ en 2004,
le taille-vec sur les maisons, il était chevauché par-dessus les fourrures. Puis là, quand on lui disait, ben non, ça n'a pas d'allure de faire ça. Ben non, c'est impossible de le faire. Ben écoute, on ne met pas le dernier clou en haut, puis quand on lève le mur, ben on fait juste la relever, on le descend, puis ben c'est en disant, l'autre, il le fait. Moi, je l'ai vu, voici comment il le fait. Ben ça, c'est un exemple d'amélioration collatérale, que l'implication des inspecteurs est importante. Puis également, on se fait souvent dire, ben là, les inspecteurs sont membres de la même association que les entreprises. Tout le monde a le même but, c'est de livrer des bâtiments de qualité et conformes. Et de toute façon, c'est 3 entreprises différentes. Les inspecteurs ont leur propre entreprise. Fait que c'est eux autres qui apportent leur responsabilité dans ce qu'ils attestent. L'entrepreneur a sa propre entreprise. Et nous, la PCHQ, qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Bien, on fait juste faire circuler de l'information. C'est la même situation quand on a sur un chantier un entrepreneur général et un sous-traitant. Je ne prends pas plus pour un que pour l'autre. Moi, je ne fais que diffuser de l'information à l'ensemble de mes membres. Bien, c'est excellent. Je te remercie beaucoup, Marco. À la maison, merci de votre écoute. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, sur Spotted d'Inspection en particulier, sur ma page personnelle aussi. Abonnez-vous aussi sur YouTube, à la chaîne YouTube, pour avoir encore plus d'informations parce qu'on a encore plein de bels épisodes qui s'en viennent. On veut apprendre sur l'inspection en bâtiment. C'est un beau métier, puis on est fiers de le pratiquer.